Bonjour à tous et à toutes et bonjour Madame la Ministre. Et voilà. Vous l'applaudissez, c'est bien parce que grâce à elle, on va avoir le DTP sans aluminium. Bien, alors écoutez, je suis très content d'être avec vous et je remercie Patrice Viau et tous les organisateurs de permettre ces rencontres qui sont importantes et vous le comprenez parce que la relation entre notre santé et nos comportements, eh bien, je dirais le grand public l'a compris plus vite que nous, les médecins. Et je veux vous remercier parce que, au fur et à mesure de mes conférences, j'en prends de plus en plus conscience. Nous, médecins, nous sommes formés, nous sommes passionnés par les maladies. Nous en connaissons les symptômes, les signes biologiques, nous savons tous les examens complexes qu'il faut faire. Nous ne savons pas combien ça coûte. Souvent même, je dirais, on s'en fout, c'est une erreur. Par contre, le grand public, ce qui l'intéresse, c'est la santé. Il se moque pas mal des signes du cancer de l'estomac, il ne veut pas le cancer de l'estomac. Il se moque pas mal des maladies infectieuses, il ne veut pas les maladies infectieuses, mais on va lui faire croire que avec des vaccins et n'importe quel comportement, vous n'aurez pas l'hépatite B, quoi. Donc droguez-vous. Ben, je ne suis pas d'accord pour ce fonctionnement-là de la santé. Nous sommes faits pour vivre centenaires, en bonne santé. La tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Mais on médicalise nos émotions. Ça veut dire que quand on fait peur à quelqu'un, on peut arriver à lui faire passer des messages pour prendre des médocs. Un anxiolytique parce qu'on vous rend anxieux. Un somnifère parce qu'on ne dort pas bien. Ou bien un antidépresseur parce qu'il y a une petite déprime. Dans une société dans laquelle nous sommes qui est incontestablement pas bien. Pas bien. Eh bien, il faut renverser cette vapeur. Et c'est en cours. Et ce n'est pas en cours grâce à ceux qui tiennent les manettes du fonctionnement de la société. C'est en cours par nous, j'en fais partie, le grand public. La prise de conscience est très forte. Alors, on va aborder plusieurs sujets. Il y a le problème des vaccins, il y a le problème des maladies de vieillissement qu'on appelle Alzheimer et Parkinson, et on nous fait peur beaucoup avec cela. Il y a tout le problème des cancers et de la relation entre les cancers et nos habitudes alimentaires. D'abord les vaccins. Première chose, un enfant a un système immunitaire qui n'est pas fait avant 1000 jours après sa conception. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Ça veut dire que après la conception, imaginons une conception le 1er janvier, vous ajoutez 270 jours de grossesse, vous ajoutez 2 années à ces 270 jours, ça vous fait 2 fois 365, faites l'addition, ça fait 1000 jours. Le système immunitaire d'un bébé n'est pas fait avant 1000 jours. Mais les grands astucieux laboratoires pharmaceutiques se disent: nous allons médicaliser l'émotion de la naissance. L'émotion, comment va être ce bébé? Certes, il y a eu l'échographie avant et des tas d'examens, mais donc quand le bébé est né, c'est le plus beau bébé du monde, et c'est vrai. Donc on va dire à la maman: madame, vous ne voulez pas qu'il soit malade, faut le vacciner, tout de suite. Avant, c'était 6 mois. Moi, quand je suis né, j'ai dû être vacciné peut-être très tardivement. Peut-être même au-delà de 2 ans. Maintenant, c'est 2 mois. Et ils sont en train d'arriver des vaccinations, écoutez-moi bien, pendant la grossesse. Oui, j'ai reçu récemment un mail d'une maman de Montréal, au Canada, me disant: on me propose de vacciner mon petit qui n'est pas né, elle est à 3 mois de grossesse, contre
contre la coqueluche, parce que si moi je suis vacciné contre la coqueluche, je vais lui passer les anticorps. Alors que peut-être elle a certainement eu la coqueluche quand elle était gosse, qu'elle a les anticorps. Et le médecin lui fout la trouille. En disant, vous savez, si jamais ce bébé il a la coqueluche en sortant de vous, il risque de mourir. Alors vite, faut vacciner. Alors elle me dit, je fais quoi? Rien. Si vous êtes en bonne santé, si vous n'êtes pas porteur du virus du sida, si vous n'avez pas une maladie grave comme le cancer, parce qu'il y a des cas, mais ça c'est peanuts dans la société par rapport au nombre de bien portants. Mais les labos, ils se disent, il y a beaucoup plus de bien portants que de malades. On va donc traiter les bien portants. C'est le jackpot. C'est tout simple. Et donc, tous ces 820 000 bébés qui naissent chaque année en France, l'objectif, à 2 mois, il faut les vacciner. Mais dites-moi pourquoi le médecin, il a une prime de 120 ou 140 € quand il a vacciné 20 enfants. Pourquoi ça? Qu'est-ce que vient faire une prime, c'est-à-dire un bonbon de 140 € parce que vous avez vacciné 20 enfants et puis 40 et ceci et cela? Comment se fait-il qu'un médecin qui a suivi ce qu'on appelle les indications, soi-disant du ministère ou du laboratoire pharmaceutique caché, en fin d'année, s'il a bien traité l'hypertension, le cholestérol, le diabète, les maladies les plus classiques, il a une prime de 6 000 €. Alors que la Sécu est en déficit total. Mais où on est là? Qu'est-ce que c'est que ce système de santé? Comment se fait-il que des médicaments contre le cancer coûtent aussi cher quand parfois et souvent ils sont inutiles? Pourquoi donner un médicament à un patient pour lui donner 15 jours de plus de vie? C'est tout. Le problème des vaccins, il est très simple. Il faut aider les mamans qui vont accoucher ou qui ont accouché à comprendre quelque chose d'extrêmement simple. Que le meilleur de tous les vaccins, c'est le lait de sa maman pour son bébé. Dans le lait de la maman pour le bébé, vous trouvez quoi? Suffisamment de calcium pour construire cet enfant qui, en une année, prendra 5 kilos. Vous avez des facteurs de croissance pour le cerveau de l'enfant et le système nerveux de l'enfant qui va lui permettre de marcher, qui va lui permettre de reconnaître papa, maman, les frères, les sœurs et d'être adroit et de reconnaître les couleurs. Vous avez dedans des éléments fondamentaux pour la protection de cet enfant. En voici la preuve. Une maman qui vient d'accoucher d'un enfant prématurément, ça arrive, vers 7 mois. L'enfant est fragile. Si je compare le lait de cette maman avec celui d'une maman dont l'enfant est né à terme à 9 mois, dans le lait de la maman dont l'enfant n'est pas né à terme mais à 7 mois, vous avez beaucoup plus d'immunoglobulines A, immunoimmunité. Globuline, ça veut dire des petites protéines très fines pour protéger l'enfant. Vous avez beaucoup plus de lymphocytes T4, qui sont des lymphocytes qu'on retrouve quand ils sont absents dans la maladie SIDA. Et bien là, chez cette maman, il va en donner le maximum à son bébé. Il y a donc une relation entre le lait de la maman, le corps de la maman, qui s'adapte à l'état de son enfant. C'est pas beau ça? Mais c'est fabuleux. Mais surtout, ne dites pas. Pourquoi? Parce qu'on fabrique le lait. On fabrique du lait pour le reflux, pour les douleurs abdominales, pour le ceci, pour le cela. On a même fait, docteur, c'est quoi le lait sans lactose? On m'a dit, madame, le lait sans lactose, c'est un homme sans testicules. Elle a rigolé, mais elle a compris. On se fout de nous. Et donc, à partir du moment où, je dirais, il faut être clair, on empêche les mamans, on les empêche d'allaiter leur enfant parce qu'on les oblige à reprendre le boulot au bout de 3 mois sans respecter ni la maman ni l'enfant. Évidemment, vite à la crèche. Et à la crèche, on vous impose la vaccination, ce qui n'est pas vrai. Comment se fait-il qu'un enfant non vacciné qui arriverait à la crèche au milieu de tous les enfants vaccinés puisse se rendre malade des enfants vaccinés? Voilà, il y a un problème. D'ailleurs, la loi ne vous impose pas de vacciner l'enfant tout de suite. La
la loi impose à la crèche de vous prendre l'enfant non vacciné, mais ensuite on vous dit vous devez le faire vacciner dans les 3 mois. Dans les 3 mois, vous avez le temps. Et comment je vais trouver le vaccin, docteur? Eh bien, j'ai reçu un mail tout récemment d'une maman que j'avais guidée. Elle est allée voir son médecin qui lui avait un certificat pour obtenir le DTP sans aluminium au niveau du laboratoire Sanofi Pasteur, qui est un laboratoire français, mais qui est mondial. Hein. Il est pratiquement dans énormément de pays du monde. Et Sanofi Pasteur a reçu l'ordonnance du médecin, passage par le pharmacien, et Sanofi Pasteur a envoyé à Toronto la demande de ce DTP sans aluminium qui, en réalité, va être un DT, diphtérie tétanos, et un polio avec un vaccin ici et un vaccin là. Ça, c'était au mois de janvier. Et il y a 8 jours, nous sommes en avril, elle a reçu gratuitement son vaccin. Mais en même temps, ils vous disent qu'ils sont en rupture de stock. Mais ça veut dire qu'ils savent le fabriquer, non? Ils ont parfaitement su fabriquer le DTP sans aluminium, les 3 ensemble. Parfaitement. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé une pénurie calculée. De telle façon que, quand vous allez avoir besoin du TTP, parce que le PT vient de naître, eh bien, vous avez un vaccin avec 3 maladies de plus. L'hépatite B, que vous attraperez si vous êtes infirmière, chirurgien, médecin, il y a 2 mois. C'est sous drogue, il y a 2 mois. Ensuite, l'hémophilus influenzae B contre une méningite que vous attrapez si vous êtes en très mauvais état immunitaire. Et puis la coqueluche, on a tous eu la coqueluche, tous, on a vu tous. Mais pas mort. Sauf que si vous avez effectivement une maladie grave et que vous chopez la coqueluche, vous en avez besoin. La vaccination est un acte médical. Quand récemment, ils ont fait un sondage auprès des pharmaciens et du grand public en disant « Le grand public est d'accord pour se faire vacciner par les pharmaciens. » Oui, je suis d'accord pour me faire vacciner par le pharmacien, mais qui c'est qui donne l'ordonnance? Le médecin. C'est un acte médical. Je suis responsable d'un acte médical. C'est pas le pharmacien. Pas le pharmacien. Donc je fais une ordonnance. Je dis « Ok, j'ai pas le temps de vacciner. » Le pharmacien, je connais bien, le fera très bien. Le problème, le responsable, c'est le médecin. Ils ne veulent pas. Ils veulent que ce soit le pharmacien. Je me suis renseigné auprès des pharmaciens. Les pharmaciens, quand ils commandent des vaccins, il faut qu'ils les payent avant de les avoir vendus. Donc il en a un stock au frigo. Il faut écouler le stock. Il l'a payé. Or, l'hexavalent, il vaut 49 €. Le DTP, il en vaut 7. Oui, 7 x 7, 49. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une vente liée. Imaginez que madame, vous avez besoin d'une paire de lunettes. Vous allez chez le monsieur qui vous vend des lunettes et elle vous dit ben madame, je suis désolé, mais si vous voulez que je vous vende des lunettes, il vous faut aussi un chapeau. Ça s'appelle une vente liée. On se fout de vous. Eh bien là, c'est très malin. On se fout de vous, mais en médicalisant votre émotion et en disant 3 maladies de plus que votre petit risque d'avoir. Vous comprenez l'astuce? Ça, tout le monde l'a pigé. Ça veut dire, maintenant, je vais vous donner le conseil suivant. Vous allez chez le pharmacien, madame la pharmacienne, je vous aime beaucoup. Tenez, je vous amène un billet de 10 €. Et vous voulez quoi? Eh bien, vous m'inscrivez sur la liste des vaccinations contre le DTP sans aluminium. Et quand vous l'aurez, vous me mettez sur la liste, vous avez déjà les 10 €. Si ça ne coûte que 7, ben vous aurez les 3 pour vos petits-enfants. Mettez-moi sur la liste. C'est ça qu'il faut faire. Croyez-moi, ça va venir. C'est assez étonnant que les labos, ils n'arrivent pas à trouver mon numéro de téléphone ou mon mail alors que tout le monde l'a. C'est curieux, ça. Alors j'ai des copains, j'avais vu récemment du Conseil de l'Ordre national des médecins. Je les vois dans le métro, je me fais engueuler. On va prendre un kawa. On va prendre un café. Dites-moi les mecs. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Ouais, tu es contre les vaccins, tu ne te rends pas compte ce que tu fais, ce que tu dis, le peuple, tu l'affoles, tout ça. Est-ce que vous avez lu la pétition? Réponse, quelle pétition? Elle a été signée, aujourd'hui, je viens de vérifier, par 1 018 500 personnes. Sans pub! Sans pub, ça veut dire que quand vous avez la pétition contre la loi de Madame Corbry, je sais pas quoi,
qui a fait 1 200 000, il y a eu des journaux qui en ont parlé toute la journée. Tandis que la pétition contre les vaccins, ça a été par le bouche à oreille, par les mamans qui se sont dit, etc. Est-ce que les gens, ils sont pas idiots? C'est bon. Voilà. On pense qu'on peut manipuler le grand public. Et bien ça, c'est la fin. C'est la fin de la manipulation du grand public. Ça veut dire que je ne suis pas contre les vaccins. J'ai eu un article dans le bien public, puisque j'étais récemment à Dijon, j'ai été interviewé, et c'est très bien, parce que le journaliste a été très fidèle. Il a mis un grand encadré, il est écrit « Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les abus ». Pas pareil, vous comprenez? Je ne suis pas contre les statines, je suis contre les abus. Vous n'avez pas tous besoin de statines, mais le labo, vous en prenez tous des statines. Tous. Vous comprenez? Bon, donc, c'est ça qui est la clé. Ça demande un discernement. Et ce discernement, eh bien, je suis là, moi, en tant qu'homme de santé, pour vous aider à le faire. Et pour vous dire, ben oui, madame, vous en avez besoin du vaccin? Eh bien, non, vous n'avez pas besoin. On nous a offert, madame la ministre nous a offert 536 millions d'euros, ça fait quand même un demi-milliard. C'est pas son pognon, c'est le nôtre, c'est nos impôts. Elle a offert une vaccination contre la grippe à 10 millions de personnes qui ont plus de 65 ans, j'en fais partie. Je suis désolé. Ça vaut 5,36 euros, je n'en ai pas besoin, je suis en bonne forme. Je ne suis pas un candidat pour une grève de 22 fois, je ne suis pas bronchopathie chronique, etc. Je ne suis pas un gros fumeur, je ne fume pas, etc. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi elle me l'offre? Donc j'ai dit, gardez ce pognon pour, par exemple, les réfugiés qui arrivent en mauvais état de santé. Et j'ai demandé à ce que les jeunes médecins, les jeunes pharmaciens, les jeunes kinés, les jeunes, etc., qui sont dans le domaine de la médecine, puissent être 6 mois de leur vie gratos au service des réfugiés pour dire, ceux-là sont pas en bonne santé, ceux-là il faut les vacciner, parce que c'est eux qui vont nous amener des maladies que nous avons perdues, je veux dire, qui ont disparu. Et ça s'entend pas, ça. Non. On offre 536 millions d'euros sans réfléchir. Donc, ça veut dire que le problème des vaccins est un problème sérieux, mais il y a une chose qui est inquiétante aujourd'hui qui commence à apparaître. 2 exemples. Quand un enfant naît, on dit très grand prématuré. Un très grand prématuré, c'est pas le gosse qui est né à 7 mois, ça c'est un prématuré. C'est un gosse qui est né à 6, parfois 5. On est arrivé à faire une fois des enfants comme ça. Et ces très grands prématurés, étant donné qu'ils sont extrêmement fragiles, évidemment, tous les pédiatres ont reçu des consignes qui n'étaient pas des consignes débiles, en disant ils sont fragiles, vaccination, vaccination, vaccination. Et puis il y a eu des études. Résultat de ces vaccinations, eh bien les gosses qui sont grands prématurés et qui sont vaccinés contre ces maladies, ils font beaucoup plus d'infections graves et ont besoin beaucoup plus du respirateur, c'est-à-dire d'une assistance respiratoire, parce que quand un enfant naît très précocement, il a, si vous voulez, une immaturité pulmonaire qui fait qu'il est extrêmement gêné dans sa respiration. Donc, démontrer par A plus B, et j'ai mis les références dans mon bouquin sur les vaccins, comment s'y retrouver, la vaccination des grands prématurés, absurde. Absurde, c'est pas utile, c'est même dangereux. Bon. Donc, vous voyez, déjà, nous avons là un élément important. Deuxième exemple. Nous voyons aujourd'hui de plus en plus d'allergies. Moi, quand j'allais à l'école, avec mes copains, personne n'était allergique. On avait tous le même repas. Il n'y avait pas l'un qui arrivait avec son petit pot parce qu'il ne peut pas manger du gluten, il ne peut pas manger du lait, il ne peut pas manger... Aujourd'hui, c'est de plus en plus... Tout ça vient de ces allergies. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Elles existent. La question qu'on se pose, et qui a été posée d'une manière scientifique récemment, c'est que les mamans sont de plus en plus allergiques à cause des vaccinations qu'elles ont reçues. Mais ce qu'on n'ose pas dire aujourd'hui, c'est que les gosses sont de plus en plus allergiques parce qu'on les vaccine trop. Contre des maladies qu'ils ne risquent pas d'avoir. Vous comprenez? Lorsque notre dernier fils, à l'âge de 7 ans, rentre de l'école et me dit « Papa, il faut que tu me vaccines. » Pourquoi? Ben, c'est sur le carnet de classe. Alors, carnet de classe, tampon, boum, il faut vacciner un jour. Contre l'hépatite B. Je dis non, tu n'en as pas besoin. Oui, mais tous mes copains, ils sont vaccinés. Moi, je ne serais pas vacciné. Je dis, mais tu diras à tous tes copains que tu es vacciné. Mais papa, tu m'as dit qu'il ne faut pas mentir. Mais là, je te permets. Là, ça ouvre l'esprit, quoi. Il arrive en médecine. Papa, il faut que tu me vaccines. Non, tu n'es pas reçu. Quand tu n'as pas passé l'examen, tu risques peut-être de faire du droit ou autre chose. Il a été reçu, il a été vacciné. Vous comprenez? Ses sœurs n'ont pas fait médecine, elles ne sont pas vaccinées contre l'hépatite B. Voilà, tout simplement.
Bon. Donc, il faut être, si vous voulez, capable de réfléchir pour cela. Et ça, c'est notre rôle de médecin. Votre médecin doit vous répondre. Le médecin qui vous répond, c'est systématique, foutez le camp. Foutez le camp. Allez voir le moment 4. Vous avez le pouvoir non seulement de réfléchir, mais de poser des bonnes questions. Et ça, c'est donc un point absolument essentiel. Alors, vous allez me dire, le petit, il a reçu le DTP, puis ensuite, il y a le rappel. Le rappel du rappel. Je ne suis pas certain que ce soit toujours nécessaire, parce que c'est assez pipométrique. Ce qu'il faudrait, c'est doser les anticorps. Mais ça, on ne les dose pas, ça coûte un peu de fesses, parce que ce n'est pas pris par la Sécu. Exemple. Le Haut Conseil de la Santé décide, il y a à peu près 1 an et demi, de vacciner tous les petits de 9 ans, garçons et filles, 9 ans c'est CM2, d'accord, contre le cancer du col de l'utérus. Allez expliquer à une petite de CM2 qu'on va la vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Et puis surtout le garçon en plus. Pas mal. Alors, comment ça se passe? La maman amène le petit Jean-Baptiste à 9 ans chez le pédiatre. Madame, nous avons un vaccin contre le cancer. Comme la maman a été très inquiète parce qu'elle a perdu un voisin, le cancer du parent, vite, vaccinez-moi mon petit Jean-Baptiste. Ou alors elle pose un peu plus la question, mais contre quel cancer il faut vacciner le petit Jean-Baptiste? Le cancer du col, madame. Du col de Jean-Baptiste. On se fout de nous, quoi. Alors au début de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, il y avait 2 vaccins. Évidemment, il y avait le français et la verloque. La bagarre, des milliards. Et donc la bagarre, ça veut dire quoi? L'un vous dit, moi je vaccine contre le papillomavirus, le 11, le 17, le 18. L'autre il vous dit, moi je fais en plus les verrues. Les verrues, je fais plus ceci comme... Bagarre entre les deux. Alors vous avez des médecins qui vont prescrire plus l'un que l'autre parce qu'il y a le labo qui quiche derrière. Vous suivez? Il y a même le président de la République qui a donné le nom du vaccin. Alors lui, il en a certainement besoin, mais il n'a pas donné le nom de quel vaccin. Désolé. Alors au début, c'était 3 injections, hein. Il en fallait 3. 3. Puis ça a été 2. Maintenant, on se demande si une ne suffit pas. Les 3, il fallait les payer. Pourquoi c'est interdit en Autriche? Pourquoi ce vaccin est interdit en Norvège? Pourquoi cet artère ne peut plus rentrer maintenant au Japon? Parce qu'il y a eu des pépins. Il y a eu des pépins de santé graves. Mais on vous dit, mais non, il faut voir le rapport bénéfice-risque. Vous avez 1 million de personnes qui ne vont pas avoir la maladie et un mort. J'en fous du mort, puisqu'il y a 1 million qui ne meurent pas. Et ça, c'est de la statistique. Mes copains statisticiens, je les connais bien, ils n'ont jamais touché un ventre. Ils n'ont jamais examiné quelqu'un. Ce sont de bons statisticiens, incontestables. C'est des matheux, c'est des tronches en maths. Mais quand je leur dis si c'est ta fille, ah, là, tout d'un coup, c'est plus la stat qui joue. Vous comprenez? Je ne suis pas contre les statistiques, mais je dis qu'il faut aussi en voir les limites. En voir les limites. Donc ça veut dire que concernant la vaccination, quelle qu'elle soit, maintenant, si vous rentrez en maison de retraite, zona. Vous allez choper le zona. Donc il faut vacciner tout le monde contre le zona. Et d'ailleurs, le dernier cahier de vaccination, maintenant, c'est d'une part la fièvre jaune, et d'autre part le zona. Alors, la fièvre jaune, avant, c'était 3 vaccins, pardon, excusez-moi, c'était un vaccin tous les 10 ans. Et il n'y a pas très longtemps, je voyais un des grands maîtres plus âgés que moi, grand maître d'infectiologie française, et je lui disais, mais monsieur, quand même, la vaccination contre la fièvre jaune, vous allez souvent en Afrique, vous allez souvent dans ces pays, vous l'avez fait. Il me dit, je ne vous parlez pas. J'en ai marre de me faire vacciner pour rien. Je dis, mais alors comment vous avez fait? Ah, il me dit, écoutez, ils me connaissent bien au labo, je vous ai appelé. Je lui dis, mais est-ce que vraiment la fièvre jaune, il faut se faire vacciner tous les 10 ans? Mais non, monsieur, c'est pour la vie. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous ne dites pas tout le monde? Ça y est, on l'a obtenu. Vous avez une vaccination contre la fièvre jaune, vous êtes vacciné pour la vie. Alors qu'avant, c'était tous les 10 ans. Vous arrivez à prendre l'avion pour partir en Afrique ou vous je ne sais où, vous n'êtes pas vacciné, vous allez à la pharmacie, 10 euros, je ne sais pas combien, on vaccine. Ça, c'est fini. Alors maintenant, c'est le zona.
Alors, je ne sais pas comment c'est à Besançon, mais à Montpellier, quand vous allez en maison de retraite, on vous offre un plumier. Ça vous rajeunit, ça. Pour mettre les crayons. Et puis vous avez le jean, mardi, mercredi, jeudi, 8h, 10h, 13h. Et là-dedans, il y a des pilules. Il y en a pour entendre, il y en a pour voir, il y en a pour le trou de balle, il y en a pour respirer, il y en a pour tout. D'accord? Et si à 8h du soir, la mamie, elle pleure parce que la petite fille, elle n'a pas appelé pour dire mamie, je t'aime, anxiété. Elle ne dort pas bien la nuit, somnifère. Et ça, on sait que ça augmente de 50% les risques d'Alzheimer et de Parkinson. Voilà. Moi, le jour où vous me verrez rentrer dans une maison de retraite pour ma paume, faites-moi un scanner. J'ai un méga problème. Et pourtant, je veux vivre minimum 120 ans. Inch'Allah, vous aussi. On verra. Bon. Mais le point important, on va rentrer dans la deuxième partie de cette conférence, le problème de l'Alzheimer et du Parkinson. Quels sont les premiers signes de l'Alzheimer? On vous dit, où sont mes clés? J'ai mis mes lunettes. Bah, en même temps, ils ne savent pas déjà. C'est pas ça. On vous dit le Parkinson, c'est ça, ou un gars qui marche tout doucement, à petits pas, qui a peur de tomber. C'est pas ça. Les premiers signes, c'est la perte du goût et de l'odorat. Mais progressive. Perte du goût, progressive. C'est pas tout d'un coup, j'ai plus le goût. C'est pas tout d'un coup, je sens plus la rose, je sens plus la bonne odeur du jasmin ou autre. C'est pourquoi? C'est parce que nous n'utilisons pas notre palais des saveurs. Entre nos deux oreilles, nous avons le palais des saveurs, c'est pas la bouche. La bouche, c'est pour se rouler des pelles, mesdames. Mais le palais des saveurs, qu'est-ce que c'est? Ma femme me dit, tu es poète quand tu dis ça. Mais non, je dis, je ne suis pas poète. Je suis un anatomiste, je suis un médecin, je suis un physiologiste. Anatomie, palais, saveur. Parce que là, nous avons 6 glandes salivaires majeures, parotides, sous-maxillaires, sublinguales, qui fabriquent jusqu'à 1,5 litre de salive par jour. Si je mastique, j'ai des dents. Et j'ai des dents, j'en ai 32. Et j'ai des incisives, des canines, des prémolaires, des molaires. À quoi ça sert? À la photo. Évidemment, si vous allez au McDo à Besançon, vous avez du pain de mie pour ne pas fatiguer vos ratours. Vous avez de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. J'ai fait un lapsus. Récemment, j'ai vu un étudiant étranger qui vient me voir. Il me dit, c'est joyeux. Vrai, France, McDo, viande mâchée avant moi, quelqu'un. Alors, je lui dis, j'ai fait un lapsus. Quoi le lapsus? C'est quoi? Je lui dis, c'est pareil, mâché, lâché. Je lui ai sauvé la vie à celui-là. Il n'a jamais. Allez-y une fois dans la vie, ça suffit. Aux États-Unis, ça commence à chuter, hein, commence à enfermer. Ça, c'est des choses. Je ne dis pas qu'il faut les casser, je ne suis pas pour casser. Il ne faut pas y aller. C'est tout ça. C'est tout ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, le goût et l'odorat. Madame, vous avez quel âge? 38 ans, docteur. Quel âge sont les papilles de votre langue? 38 ans, docteur. Pas du tout. Si, j'ai 38 ans, docteur. Je vous assure. Non, mais les papilles, madame, de votre langue, elles ont 10 jours. 10 jours? Et oui. Tous les 10 jours, vous les refaites. Ah bon? On est le 10 avril, je viens de les refaire. Oui. Parce que tous les jours, il y en a qui finissent leur vie et d'autres qui recommencent. Vous en avez qui ont des formes de petits filaments très fins, d'autres qui ont une forme de petites couronnes, de petits calices, de petits champignons, de petites feuilles. Et c'est prodigieux. C'est pour vous donner le goût des aliments. Le gustatif. Et ce lobe olfactif prend l'odorat et transporte ça sur la zone de l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Je vous ferme les yeux et je vous mets sous le nez du jasmin, vous me dites jasmin. Je vous mets du chocolat, vous me dites chocolat. Oui, parce que vous avez mémorisé. Quand est-ce qu'a commencé notre mémorisation? Oh, docteur, je devais avoir 4 ou 5 ans, j'ai eu un petit cadeau, je m'en souviens très bien, ma maman. Mais non, c'est pas ça. La mémorisation, vous avez commencé dans le ventre de la maman. Ah bon? Vous en souvenez-vous? Ben, je vais vous expliquer. Quand votre maman prenait un bon repas, avec par exemple du fenouil, avec des choses qui aient de l'arôme, qui aient du goût, eh bien les arômes de son alimentation passent évidemment à travers son intestin, de là ça passe dans le sang, ça traverse le placenta, et puis ça va tout simplement vers le bébé à travers le cordon ombilical.
Et tout ça, c'est capté par le bébé au niveau de sa zone de mémorisation qu'est l'hippocampe. Et quand le bébé va naître et qu'on va lui donner quelque chose qui a le goût de ce que la maman lui a appris sans le savoir et sans peut-être le comprendre, le goût, c'était pas la grimace. Tout simplement, il reconnaît, parce qu'il a déjà mémorisé. Alors, il a mémorisé le goût et l'odorat. Eh bien, l'odorat, c'est simple. Quand le bébé vient de naître, vous mettez le bébé sur un lit. Et sur ce lit, vous mettez deux mamans, la sienne et une autre. Elles sont habillées pareil, elles respirent pareil, elles ne parlent pas, elles ne disent pas un mot. Eh bien, le bébé, il va ramper vers sa maman, pas vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a l'odorat de sa maman qu'il a mémorisé. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et au plan philosophique, c'est même intéressant de se dire qu'au début de ma vie, déjà dans le ventre de maman, j'ai mémorisé des choses pour la vie entière, et à la fin, je vais démémoriser ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas démémoriser. C'est pas normal qu'à 80 ans, on commence à perdre le goût et le droit. Pourquoi? Ah, j'ai pas de dents. Prenez un broyeur, j'en sais rien. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut garder les aliments dans notre palais et les saveurs avec les 6 glandes salivaires, mais en plus des 6 salivaires majeurs, il y en a 400 à 700 mineurs, microscopiques, dans les joues. Poussez la langue vers la joue droite, vers la joue gauche, c'est humide. C'est pas la salive simplement qui vous rend l'humidification. C'est parce que là, vous avez des glandes salivaires microscopiques qui fonctionnent. Quand vous avez un bon vin dans le palais des saveurs, vous le faites tourner, vous ne l'avalez pas comme ça, cul sec, ça n'a aucun sens. Seulement le problème, c'est que nous sommes toujours pressés. On a le feu aux fesses, vite, il faut manger, ça ne compte pas, il faut aller bosser, il faut aller regarder la bourse, ceci, cela. Bon. Non, il faut prendre son temps. Mais prendre son temps, avant le temps, on le passait à faire la cuisine. Et nos mamans faisaient la cuisine pendant un long temps pour nous faire manger de bonnes choses. C'était pas faux à l'époque. Parce qu'on mangeait très calorique, mais on bossait souvent dehors, bûcheron, etc. Et on brûlait. Aujourd'hui, on a le cul dans le fauteuil, 3h50 par jour, on regardait des conneries à la télé. Ça, c'est la dernière assurée. Ça, la 1 n'a pas voulu dire, la 2, la 3, la 6, c'est quelque chose d'inouï. Quand vous regardez, c'est très intéressant de regarder des adultes ou des enfants, vous vous mettez derrière le poste de télé et vous regardez les gens qui regardent la télé. Eh bien, ils ont des yeux qui dorment. Il n'y a pas d'interactivité. Dites, madame, monsieur, le film hier qui était sur la 6, là, que vous avez vu là le soir, c'était quoi? Chérie, c'était quoi le film qu'on a vu? Alors, ils finissent par trouver le nom, c'était un policier, mais qui c'est le meurtrier? Docteur, on s'est endormi avant la fin. Anesthésie générale. Je ne dis pas que la télé c'est mauvais, je dis qu'il faut choisir. Qu'il y a des choses utiles, il y a des choses c'est nul, à pleurer. Quand vous êtes sur l'interactivité de votre ordinateur, vous êtes intéressé par Napoléon III, par Louis XIV, j'en sais rien, vous y allez, vous apprenez des choses. Vous pouvez augmenter votre mémoire, mais pour augmenter votre mémoire, il faut la bien nourrir, et 2, il faut la faire bosser. Si vous avez une haltère pour faire fonctionner vos biceps et que vous faites qu'un seul côté, vous aurez un bon biceps du côté où ça travaille et de l'autre, atrophié. Mais c'est pareil avec notre mémoire. Et figurez-vous que notre mémoire, on a pu en calculer le volume, tout simplement par des examens assez compliqués au niveau des IRM fonctionnels. Et on s'est rendu compte qu'on peut augmenter le volume de notre mémoire d'une manière qui est significative. Mais il faut faire travailler son citron. Mais moi, je suis sûr que ma mémoire, elle augmente. Alors, je vais vous dire, moi, ma mémoire, elle n'augmente pas sur le jeu de poker, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Par contre, sur tout ce qui concerne l'humain dans le domaine de la santé, ma mémoire, elle augmente. Parce que je travaille beaucoup. Et ça augmente sans arrêt. Donc, je risque rien. Par contre, des choses qui ne m'intéressent pas. Chacun de nous, heureusement, nous avons des intérêts qui sont différents pour ceci et pour cela. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est ça qu'il faut essayer de travailler. C'est ce qui vous intéresse le plus. Si rien ne vous intéresse, vous êtes en danger. Mais comme vous êtes, c'est très gentil. Mais ça, c'est un jus avec un extracteur de jus de légumes et de fruits. On va y revenir. Donc, merci beaucoup. Donc, très important de bien stimuler ce goût et cet odorat. Et vous voyez, j'ai une de mes nièces qui est neurologue, très très compétente. Et là, pendant les vacances, je lui disais, Geneviève, mais quels sont les premiers signes de l'Alzheimer et Parkinson? Elle me disait, mais tu le sais. Je dis, non, moi je suis un chirurgien, un ouvrier spécialisé, ça ne réfléchit pas, quoi, vous voyez, un OS, quoi. Elle me dit, mais tu sais, dis-moi,
me dit c'est la perte du col d'odorat. Je dis mais pourquoi, toi, neurologue, vous ne dites pas les neurologues en consultation? Ah non, mais si on le dit, on va être débordé en consultation. Mais les gens ne sont pas idiots. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le neurologue pour vérifier votre goût et votre odorat. Vous êtes votre propre médecin. Vous n'avez pas besoin d'aller des neurologues pour comprendre qu'ils vont mastiquer les aliments et vous régaler de les consommer et prendre des choses qui ont du goût. Ça veut dire que ce n'est pas des fromages, des vaches qui pleurent et qui rigolent. Le gars me disait, moi docteur, je prends du fromage, vous savez, à 0%. 0% de quoi, madame? Non, 0%, c'est écrit dessus, je l'écris. Mais 0% de quoi? Elle ne sait pas. J'ai dit, je vois que moi de 0%, je n'ose pas lui dire qu'il est dans ses fesses. C'est plein de lactose. Mais on ne va pas lui dire. On lui dit c'est du 0% sans graisse. Mais voilà, elle ne sait pas. On trompe les gens. L'objectif, c'est que nous soyons des consommateurs. Alors que nous devons être des acteurs de notre patrimoine de santé. Alors, ne vous inquiétez pas si vous vous dites j'ai commencé un petit peu à perdre la mémoire. Je vous conseille pas d'aller trop vite chez le neurologue. Parce qu'il va vous dire 412. 412, docteur. Immédiatement, ça c'est un potentiel Alzheimerien. Alors, on va vous mettre dans le groupe attesté. Alors après, on va vous donner 4 phrases. Quel est le moins important? On vous stresse tellement, parce que le stress augmente ces maladies-là. Et à partir du moment où on vous fout dans la tronche, il y a peut-être Alzheimer, vous vous dites, j'ai Alzheimer. Je vais finir gaga. Et ça, c'est hyper dangereux et je m'oppose assez fermement à la médecine de ce côté-là parce qu'on angoisse. Et vous savez quels sont les 4 médicaments? Il y en a 4. Hein. Contre l'Alzheimer, remboursés par la Sécu. Il y en a 4. Vous savez quoi ils servent? Que dalle. Ils sont remboursés 80 € par la Sécu quand même. Hein. Toutes les semaines. Ils servent à rien. Et les collègues eux-mêmes le disent. Je veux dire, les grands spécialistes de l'Alzheimer. Ils le disent eux-mêmes, ça sert à que dalle. C'est pas la même chose pour le Parkinson, parce que le Parkinson, si vous voulez, c'est au centre du cerveau, nous avons des noyaux gris centraux. Notre cerveau, quand nous regardons le cerveau d'une personne qui est décédée, nous avons une zone grise, une zone blanche. On dit la substance grise et la substance blanche. La substance grise, c'est le cortex qui nous permet de décider. Et la substance blanche, c'est le passage des fibres nerveuses, je simplifie un petit peu, avec au milieu, il y a des noyaux gris. Il y en a beaucoup de noyaux gris. Je les appelle un peu les assistants du cerveau, ils m'assistent. Ils sont là pour mes émotions, ils sont là pour mes décisions, ils sont là pour la régulation de mes humeurs, ils sont là pour ma stabilité, quand je marche, vous voyez, pour faire le geste avec sa précision. Bon. Et quand ces noyaux gris centraux, il y a un mauvais fonctionnement, il y a ce qu'on appelle une mauvaise formation de ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Alors, j'aime beaucoup les deux mots, neurotransmetteur et neuromédiateur, c'est la même chose. Hein. Médiateur, c'est médiation, transmetteur, c'est transmission. Et nous avons à peu près 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones là-dedans, une abeille, elle en a 1 million. Elle fait pas mal de choses, l'abeille, avec 1 million. Et nous, on fait beaucoup de conneries avec 100 milliards. Hein. Bon. Eh bien, ces 100 milliards de neurones, ce sont des cellules qui ont une forme d'étoile. Vous voyez, je parle depuis maintenant peut-être une demi-heure, vous avez tous gagné 700 neurones. 700. À la fin, vous allez en gagner 4 fois plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces neurones, ils ont des formes d'étoiles avec des petites aspérités qu'on appelle des dendrites, peu importe le nom, des cheveux, si vous voulez. Et puis, ils ont un cheveu qui est plus long, qu'on appelle l'axone, c'est le nerf. Et ce nerf est entouré de graisse, c'est une bonne graisse. Ces graisses sont des oméga 3, qui viennent des graisses de poisson, des graisses comme l'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de noix, qui entourent la fibre nerveuse. Et cette graisse qui entoure la fibre nerveuse, elle permet le passage de l'influx nerveux. Or, quand vous décidez quelque chose avec votre tête, je décide d'enlever ma montre. Bon, ben, je décide, ça y est, je l'ai enlevée, j'ai presque fait plus vite que je ne l'ai dit. Bien. Mais si je décide de prendre ma montre devant moi, et que je dis à ma main droite de la prendre, et que ma main droite n'obéit pas, il y a un problème. Il y a une interruption.
Il y a l'interruption des fibres nerveuses qui partent du cerveau, j'ai décidé ici du côté gauche, qui traversent au niveau de ce qu'on appelle la partie plus basse du cerveau, le tronc cérébral, et qui va vers mon bras, mon avant-bras, mon coude, etc., pour attraper la montre. Et imaginez que ça n'obéit pas. Ben, si ça n'obéit pas, il y a un vrai problème. Ça me rappelle cette dame qui fait elle-même le diagnostic de sa sclérose en plaques. Elle était en train de courir avec ses enfants dans la garrigue, et puis tout d'un coup, sa jambe n'obéit pas. Parce que quand même si c'est automatique, c'est là-haut qu'on a décidé de courir. Tout d'un coup, la jambe n'obéit pas. Donc, cette interruption de la fibre nerveuse, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une sclérose en plaques. Ou bien ça sera un mauvais fonctionnement de notre mémorisation. Hein? Je ne me souviens plus, je sens ça, le goût, je ne l'ai pas. Tout simplement parce qu'il y a une interruption de la fibre nerveuse. Et qu'est-ce qui interrompt les fibres nerveuses? Mauvaise alimentation. Et là, on retrouve la mauvaise alimentation. Quand vous avez dans le noyau gris central qu'on appelle le locus niger, locus c'est le lieu, niger, nègre, noir, n'est-ce pas? Ce locus niger, il fabrique de la dopamine. C'est un neurotransmetteur. Cette dopamine, à partir du moment où elle commence à baisser, il y a un problème. Quand vous êtes en train de vous aimer dans l'intimité avec votre conjoint, eh bien, vous avez la dopamine qui fonctionne plein pot. C'est vrai chez les animaux, c'est vrai chez les humains, etc. Bon. Et quand nous avons des chutes de dopamine, eh bien, tout ça, le plaisir, entre guillemets, pas simplement le plaisir de l'amour, mais aussi le plaisir de manger ou de boire quelque chose de bon, on le ressent moins. Et à ce moment-là, on va faire un diagnostic qui va peut-être être un début de Parkinson, surtout s'il y a une démarche perturbée, s'il y a un stress important. Ce qu'il faut, c'est déstresser les gens, et on va lui donner à la personne un peu de dopamine, ce que font les neurologues, donnent des médicaments. Mais c'est des médicaments qui n'ont pas une efficacité très longue. Pas d'efficacité très longue. Mais vous croyez que le neurologue, il donnerait un conseil nutritionnel? Non, il ne donne pas. Parce qu'il ne sait pas et parce qu'il n'y croit pas. C'est ça qui est grave. Pourquoi? Parce qu'en fac de médecine, les cours sur la nutrition, ce sont les régimes contre l'obésité, contre le diabète, contre la goutte. Les gens le suivent 3 mois, ou 3 mois, ils peuvent le suivre. C'est comme le régime de Ducan, que j'appelle Ducan. Voilà, ça va être dangereux, cela. Il vous dit surtout, vous prenez plus de sucre, vous prenez plus de graisse, vous prenez que des protéines. Si vous avez des cellules cancéreuses dans la prostate, elles sont contentes. Si vous avez des cellules cancéreuses n'importe où dans le corps, elles sont contentes. C'est un mec dangereux. Et quand je suis passé avec Drucker et Sophie Marceau sur le sujet, à la sortie c'était enregistré, ils m'ont dit ce passage-là, ils vont le couper, vous êtes allé trop loin. Je dis surtout ne coupez pas. Et ils l'ont pas coupé. Et croyez-moi, ils ont des avocats, hein, ils sont allés voir s'ils ont risqué de se faire poursuivre ou pas. On ne s'est pas fait poursuivre, parce que c'est la vérité, tout simplement. Donc, très important de faire attention à notre alimentation. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, parce que l'alimentation, ça commence à la naissance, et puis ça va jusqu'à ça et au-delà. Quand le petit vient de naître, l'idéal, je l'ai dit, c'est le lait de sa maman. Il n'y a aucun doute qu'on ne raconte pas des conneries avec le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de chamelle, le lait de... Non, c'est le lait de maman. Seulement, j'ai mis à peu près une trentaine d'années pour me battre contre un médicament hyper dangereux qu'on appelle le Parlodel. Alors qu'est-ce que c'était ce Parlodel? Une maman venait d'accoucher, madame, pour votre bébé, que vous êtes fatigué, bien sûr, parce que si nous les mecs on devrait accoucher, il n'y aurait pas d'homme sur la terre. Ah ça? Non mais, mesdames, quand vous accouchez, moi j'ai accouché 6 fois, enfin ma femme. Mais quelle merveille! Quelle merveille! Et ensuite, quand vous avez le bébé sur vous, alors qu'il a passé 9 mois dans votre ventre, vous oubliez tout! Alors que vous en avez quand même bavé, l'accouchement sans douleur, c'est un mot d'homme. C'est le somme, ça. C'est tout. L'accouchement sans douleur, ça n'existe pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça c'est vraiment l'idéal et il faut le faire savoir sans l'imposer. Je ne suis pas pour imposer quoi que ce soit. Je suis pour que les gens soient au courant. Alors ensuite, ben, il y a une dent qui va arriver. Je me souviens que notre petite fille, quand elle a eu sa première dent, notre fille nous a appelé papa. Ta petite fille, une dent. La terre s'arrête de tourner, quoi. Alors j'ai dit, bravo, tu feras un bisou, tout ça. J'ai dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Ben, papa, elle a une dent. Ça veut dire quoi? Non, la fille, elle fait les mêmes études. Ben, ça n'est pas. J'ai dit, mais ça veut dire qu'elle peut croquer la pomme.
Mais papa, il n'y en a qu'une, elle a voulu une autre en face. Je dis, mais tu peux la lui écraser. Ça veut dire qu'elle est en train de prendre les papilles qu'elle avait sur les lèvres, de les passer sur sa langue. Et elle va pouvoir commencer à mastiquer. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'était l'hiver, tu vas lui offrir une petite tranche de mandarine de la part de son papy que tu vas lui peler avec beaucoup d'amour. Tu lui mets ça sur les lèvres et demain tu m'appelles, tu me dis comment elle aime ou pas les mandarines. En demain. Allô papa? La petite, elle n'aime pas du tout les mandarines. Comment tu sais ça? J'ai fait comme tu m'as dit. Je l'ai mis sur ses lèvres. Elle a fait une grimace. Mais décris-moi la grimace. Elle a froncé le sourcil. Elle a plissé son front. Je dis, mais elle se concentre. C'est nouveau pour elle. Et oui, parce que les papilles, elles sont là, chez l'enfant. Alors que si je vous mets du sucre ou du sel sur les lèvres, vous êtes obligé de tirer le bout de la langue pour savoir si c'est sucre ou salé. Alors que l'enfant, lui, le sait. C'est pour ça, mesdames les mamies, que vous pouvez allaiter vos petits-enfants. Mais oui, madame. Même si vous êtes bonne sœur. Vous pouvez allaiter vos petits-enfants. Moi, j'ai dit ça à toutes mes belles filles. Toutes mes belles filles, je leur ai dit, si vous n'allaitez pas vos petits-enfants, ma femme s'en occupe. Ça marche très bien, les belles filles. Elles les allaitent à fond la caisse. Mais, si vraiment ce n'est pas possible, vous mettez le petit au mamelon. Vas-y, petite tête. En 2 jours, le lait vient. Non, monsieur, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne savez pas, nous ne savons pas téter, nous ne savons plus. Nous n'avons plus les papilles, là, alors que le gosse les a, il s'est tiré sur un mamelon, et ça déclenche au niveau de l'hypophyse la prolactine, et cette prolactine, elle fait venir le lait. Alors, qu'est-ce que c'est ce médicament, le Parlodel, que l'on donnait aux mamans? On lui disait, madame, vous avez accouché, vous êtes fatiguée, vous êtes anémique, etc. On va vous donner un peu de Parlodel, en faisant penser que c'était une vitamine. 2 jours après, il n'y a plus de lait. Ma fille n'a pas eu de lait. Ça n'existe pas, ça. C'est qu'on le lui a coupé. Tout simplement. On a coupé la lactation. Alors ça, maintenant, ça se sait. Parce que le médicament est considéré comme dangereux, il devient interdit. Il a fallu 30 ans pour ça. Et les laits maternisés, les laits avancés, les laits ceci, les laits cela, à la pharmacie, ah ça marche. C'est fait pour ça. Alors que le meilleur de tous les aliments, il n'y a pas de doute, vous l'avez compris. Alors ensuite, dès qu'un enfant a une dent, il faut commencer, tout simplement, à lui écraser les choses. Il faudra lui donner du poisson, et pas en carré. Du poisson frais que vous allez lui écraser, avec un petit peu d'huile d'olive, avec un petit peu de citron déjà. Et vous lui mettez un petit peu de citron sur les lèvres, un petit peu d'huile d'olive, et vous lui faites goûter. Et vous allez voir qu'il va pousser sa langue. Et l'enfant se régale. Et quand vous voyez aujourd'hui des enfants qui sont à 2 ans encore au biberon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Alors, ça veut dire que le plus vite possible, il faut lui donner sa petite cuillère et puis l'été. Je me souviens qu'une de nos petites filles, nous avons 13 petits-enfants, et une de nos petites filles, vous savez, l'été, le matin, quand on se lève, vous voyez la maman. Quand elle fait la gueule, ça veut dire la petite n'a pas fait sa nuit. Bon, alors, j'en ai eu marre que la petite fasse pas sa nuit. Je dis à ma fille, écoute, laisse-moi faire, donne-moi ma petite fille le soir, je vais t'expliquer, tu vas voir. J'ai pris une toute petite cuillerée de miel, tout simplement. Je lui ai expliqué, la gosse, elle a 4-6 mois. On croit qu'elle ne comprend pas. Que dalle, elle comprend. Il faut lui faire des gestes, il faut lui expliquer doucement, il faut lui donner des mots qui sont affectifs. La petite chérie, on va goûter ensemble, ça c'est bon. Et puis je prenais la petite cuillère pour moi. Je faisais ça, et vous voyez la gosse que j'ai... Et qui fait comme vous. Ça s'appelle des neurones miroirs. Ça existe, ça, des neurones miroirs. Et puis vous prenez la petite cuillère, et elle prend son miel. Et le lendemain, la fille se lève épanouie. Élise a fait sa nuit. Et voilà. Des choses aussi simples que ça. Alors que vous allez chez le pharmacien, on va donner des gouttes. Vous calmez le petit. Vous comprenez? Alors vous n'avez pas besoin d'aller chez le pharmacien. Le pharmacien, il fait des choses excellentes. Non, c'est nécessaire. Donc, ça aussi, nous tombons dans ce domaine de l'alimentation sur des choses qui, vous allez voir, sont extrêmement simples. Il faut aller au plus près de la nature. Les fruits frais de saison, dès le petit déjeuner. Et au petit déjeuner, le gosse doit avoir un fruit devant lui. Ah non, mais il a un jus d'orange Joker. Mais laissez-le au supermarché.
Parce que dans l'orange, savez-vous qu'il y a du jus? Il y a plus que du jus, il y a des fibres. Et le petit, il a besoin de mâcher, de mastiquer ces fibres qui sont dans le fruit pour pouvoir avoir un microbiote intestinal, c'est-à-dire avoir un système digestif qui fonctionne bien pour avoir des éliminations correctes et pas des choses diarrhéiques, des troubles digestifs, des mal au ventre, des ci, des ça. Donc, très important de consommer des fruits frais de saison parce que vous avez les vitamines, les minéraux. Le meilleur sucre pour le citron, pour le cerveau, c'est le fructose. Et comme dans les écoles, je passe beaucoup dans les écoles, le gosse il me dit le fruit biose, je lui mets 20 sur 20. Il a inventé un mot fruit, il a compris le beau, ce fruit biose. Et ce fructose, le beau, il est dans le fruit frais et pas dans le four. Je fais à mon mari 3 fois par semaine avec beaucoup d'amour une pomme au four. J'ai dit, madame, vous serez veuve avant tout le monde. Elle me dit pourquoi? J'ai dit, vous flinguez la pomme, vous lui virez les vitamines, vous lui flinguez les fibres, vous lui donnez que du sucre. Ça doit pas nourriture, votre mari. Oui. J'étais récemment avec mon épouse en Martinique. Alors en Martinique, je vais vous dire, surpoids, obésité, diabète, oh là là, à la piscine, ils flottent tous. Et alors, ils m'ont autorisé à le dire, là-bas, c'est pétarade assurée. On vous suit à la trace. Aucun problème. Les haricots, ma femme leur a demandé, mais combien vous faites cuire les haricots? Combien de temps? Réponse, 3 à 4 heures. Ah oui, parce qu'ils ne veulent pas fatiguer leur ratoune. Parce que le haricot, vous devez le consommer al dente. Alors que si vous le consommez très cuit, c'est du sucre. Et ce sucre, il va fermenter. Et vous allez alimenter les gens qui sont contents. Il faut du gazogène. Gazogène par le mot, gazogène par le bas. Alors là-bas, ils étaient tous, c'est en train de s'arrêter, des gros consommateurs de yaya, yaourt. Alors je leur ai expliqué que le yaourt, je le prescrivais la veille du départ dans l'au-delà. Voilà, pour vous dire, silence radio là. Alors, j'ai dit oui, moi le jour où ma femme m'offre un yaya, le lendemain, je sais que je m'envole. Et pourquoi, docteur? Ben, vous avez remarqué que le yaourt, j'avais plus besoin d'une cuillère. On le siffle. Je voyais l'autre jour à Dijon une dame qui avait 3 cancers. Elle me dit, je prends 4 yaya par jour. Je dis, vous en voulez un 5e? Alors, elle me dit, yaourt. Non, cancer. Est-ce que vous le mastiquez, le yaya? Qu'est-ce qu'il y a dans le yaourt? Du lactose. Tout ce qui est en ose, sucrose, galactose, maltose, tout ça, c'est du sucre. Or, le pouvoir sucrant du lactose, c'est 1/16e du pouvoir sucrant du sucre simple, du sucre raffiné, du sucre de canne. 1/16e. Donc, vous ajoutez du sucre à du sucre. Vous comprenez? Et en ajoutant du sucre à du sucre, qu'est-ce que vous faites avec le sucre? Alors, il y en a qui disent, ben, je l'urine. Ben ouais, vous êtes diabétique. Vous avez tellement abîmé vos reins que vous pissez du sucre. D'accord? Mais c'est pas le but. Nos reins ne sont pas faits pour filtrer le sucre. Nos reins sont faits pour retenir le sucre et sont faits pour ne pas filtrer les protéines. Et quand le filtre rénal est abîmé, c'est les protéines qui sortent et c'est le sucre qui sort. Diabète, grave. Grave. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. 2 grammes de sucre, c'est 8 calories. Si à ces 8 calories, vous ajoutez 1 calorie, ça en fait 9. 9 calories, c'est 1 gramme de gras. Notre corps est capable de transformer 2 grammes de sucre en 1 gramme de gras. 2 grammes en 1 gramme. Donc un poids de 2 en un poids de 1. Et où c'est que vous allez le mettre? Ben, au choix. Docteur, vous pouvez parler aussi de mon mari? Qu'est-ce qu'il a? Il est tout le temps fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Comment peut-on être fatigué en ne foutant rien? Moi, je vais vous expliquer. Je sais ce qu'il a. Alors évidemment, il répond, tu exagères. Alors montrez-moi un dossier. Dans un dossier, je ne connais pas. Eh monsieur, vous avez une belle prostate. 100 cm3. Normalement, c'est 30 à 40. Là, vous avez une prostate de veau.
Et la dame vous dit, et oui, il me réveille 4 fois la nuit. Il répète, tu exagères, c'est 2 fois. Évidemment, la prostate est grosse, il n'arrive pas à pisser. Debout, assis, il en pisse la moitié. 1 heure après, on commence. Je continue. Si vous ne perdez pas la mémoire un peu, docteur, vous n'en parlez pas. Ben oui, après la prostate de veau, c'est le cerveau de veau assuré. Il est sur le chemin, le gars. Avant de se coucher le soir, il a besoin de son verre de lait. Nous sommes les seuls mammifères adultes à boire du lait. Est-ce que vous avez vu une vache boire du lait? Non. Prenez la photo, vous l'envoyez là. Franchement, on est les seuls mammifères. Ça ne veut pas dire que je suis contre les fromages. Je suis à fond pour les fromages. Pâte dure. Pâte dure et des fromages où il n'y a pas eu l'ultra haute température, parce qu'aujourd'hui, sur les 24 milliards de litres de lait, vous avez 98% de ces 24 milliards qui subissent UHT, ultra haute température, un choc thermique de 130 à 140 degrés pendant 3 secondes. Vous détruisez les germes, c'est vrai, les vitamines, je ne vous le dis pas. Alors après, on en ajoute. Et puis, vous détruisez pas, vous ne détruisez pas les facteurs de croissance qui sont dans le lait de la vache, qui sont veaux. Le veau, en une année, il prend 365 kg, le petit humain, je vous l'ai dit, il prend 5 kg. Si on donnait du lait d'une maman à un veau, il ne grandirait pas, mais il se mettrait à parler. On n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé. Et c'est évident. Qu'est-ce que c'est, ces facteurs de croissance? Il y en a 3. Dans le lait de la maman, pour son bébé, il y en a 7. Et ces 7 facteurs, on les appelle des facteurs neurotrophiques. Neurotrophiques, ça veut dire trophicité, nutrition, neuro du système nerveux. C'est-à-dire que ces facteurs neurotrophiques, ils aident à la construction du cerveau de l'enfant. Et d'ailleurs, je cherche un labo, ça fait un moment que je cherche, je n'ai pas encore vraiment trouvé. Je voudrais qu'ils m'extraient, pas pour moi, mais qu'on apprenne à extraire les facteurs de croissance du lait d'une maman pour en connaître véritablement les formules chimiques, et que cette extraction, je suis certain que ces facteurs de croissance seraient utiles pour des personnes qui commencent à avoir des Alzheimer sérieux, c'est-à-dire à des stades avancés, justement pour stimuler le système nerveux central. Bon. Mais dans le lait de la vache, pour son veau, vous n'avez pas des facteurs neurotrophiques, il y a 0 de facteurs neurotrophiques. Par contre, vous en avez 3. Un qu'on appelle épidermal, gros facteur de croissance de l'épiderme, c'est-à-dire de l'enveloppe de l'animal. Un autre qu'on appelle insuline growth factor, il y en a 1, 2, il y en a 2 facteurs. Insuline, ça veut dire, c'est le pancréas, si vous voulez, en simplifiant, c'est l'intérieur de l'animal, tant au niveau thoracique qu'au niveau abdominal. Et puis vous avez le TGF, transforming growth factor, qui transforme, et celui-là, c'est pour le squelette, les muscles, les articulations de cet animal volumineux. Ces 3 facteurs de croissance, nous les connaissons parfaitement, nous, cancérologues. Pourquoi? Parce que les nouveaux traitements du cancer aujourd'hui, ce sont des antifacteurs de croissance. Antifacteurs de croissance. Nous avons des antifacteurs de croissance qui sont tels que si vous avez par exemple une tumeur très connue maintenant, qu'on appelle GIST, Gastro-Intestinal Stromal Tumor, cette tumeur qui est une tumeur maligne, qu'on trouve malheureusement trop souvent encore dans la partie haute de l'estomac, on ne sait pas très bien pourquoi cet endroit-là, donc elle ne gêne pas, elle grossit, eh bien vous donnez un antifacteur de croissance pendant 6 mois, et 6 mois plus tard, la tumeur qui était du volume d'un pamplemousse, elle n'est pas plus grosse qu'un cacahuète en volume. Vous faites une opération, vous enlevez tout autour de la zone pathologique, alors qu'avant, on avait beau enlever tout l'estomac, la maladie foutait le camp partout, à 1 an et demi, la personne était décédée. Nous sauvons les gens maintenant, grâce à des antifacteurs de croissance. Les gars qui ont trouvé ça, ils ont eu des prix Nobel, et Dieu sait qu'ils sont mérités. L'avenir de la cancérologie n'est pas du tout la chimiothérapie. Une dame vous dit, docteur, j'ai une tumeur au sein, ok. Vous me donnez une chimiothérapie, d'accord. Le corps se multiplie. Vous avez quel âge, monsieur? 60 ans. Et votre squelette? 60 ans, docteur? Pas du tout. Non, non. J'ai 60 ans. Il a 10 ans, votre squelette. 10 ans. Vous refaites votre squelette tous les 10 ans. Mais, si vous bougez, si vous nourrissez correctement. À 100 ans, je l'aurais fait 10 fois. À 120, 12 fois. Ça veut dire que si je sais cela, ben ça change mes comportements. Mais pourquoi je ne sais pas? Ben parce que la télé devrait me le dire, mais la télé me raconte des conneries dont j'ai rien à foutre. Après 20h30, les nouvelles, vous avez Darty, qu'est-ce que vous avez à foutre de Darty? Pas du tout.
Par contre, j'ai vu tous les premiers ministres qui finissent leur nom par Tintin, Raffarin, Martin Dupin, tout ça. Après, il y en a une autre, ça s'appelait Zéro, j'ai plus son nom, bon. Maintenant, c'est pareil, il y en a un boyeur qui comprennent tous, ils vous disent que j'ai raison, il y en a plein qui fait comme ce soir. Parce qu'il faudrait simplement, pour les anciens, vous vous souvenez du Mime Marceau? Le Mime Marceau, c'était un type génial. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu 2-3 fois, il était génial. Pas un mot! Il était grimé avec ses mains, ses pieds, ses oreilles, son nez, ses yeux, il vous faisait comprendre quelque chose. Et donc j'ai vu des élèves, il y a plus seulement les Marceau, mais j'ai vu des élèves qui sont fabuleux. Vous leur dites, tiens, fais-moi passer ce petit message-là. Extraordinaire. Ça passerait très bien après 20h30. Seulement voilà, le problème, c'est que même une minute, ça vous coûtait pour les fesses. J'ai dit, mais ça, c'est aux députés à signer qu'il y ait une loi, que ça soit gratos, que ce soit 20h30 sur la ligne de la 3, etc. C'est ça qu'il faut faire des lois. On a des lois qui nous emmerdent avec la longueur des tweets, alors que ce qui nous intéresse, c'est des choses pour notre santé. Vous comprenez? Bon. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire changer les choses. Je suis à fond pour du fromage, une portion par jour. Le plan national de nutrition santé, il voulait 3. Sinon, vous allez finir en poussière. De toute façon, c'est sûr. Bon. Mais on a le temps. On a le temps. Si vous voulez avoir un squelette qui fonctionne, 1, il faut le faire bouger, et 2, il faut lui donner du bon calcium. Ah, docteur! Mais c'est pour ça que je prends un gros morceau de fromage, 2 yaya, le beurre le matin, le lait. Mais non, parce que le calcium animal, il est absorbé par notre corps pas plus de 20 à 25%. C'est logique, puisque vous avez 4 fois plus de calcium dans le lait de la vache pour son veau, qui est absorbé complètement par l'intestin de veau, évidemment, du veau, je dis, pas l'intérêt du veau. Par contre, c'est bon pour l'intestin du veau, mais pour moi, il y en a trop. Donc, ça veut dire que ce 4 fois trop, je dois le retrouver dans les déchets, mais vous allez voir que je ne le retrouve pas dans les déchets, je vais vous expliquer. Où il est le meilleur calcium? Végétal. Les amandes, les noix, les noisettes, les fruits, les légumes. Dans une pomme, 30 mg de calcium. Et c'est du bon. Si vous la mastiquez bien, parce qu'en la mastiquant, et que en plus vous avez la salade de l'huile d'olive, l'acide oléique de l'huile d'olive va permettre à votre calcium végétal d'aller se fixer sur votre os pour que vous ayez un os qui évite l'ostéoporose. C'est quel âge, madame? 48 ans. Ostéoporose. Vous avez pas mal au dos? Un petit peu. Vous avez une fracture invisible, madame. Là, j'ai des collègues qui sont très spirituels. Je dis, mais comment tu fais, toi, pour voir des choses de l'invisible? Explique-moi. Elle me dit, mais ça crève les yeux. Ah bon, ça te crève les yeux de voir des fractures invisibles. Purée, mais comment tu fais? Eh ben, je fais une ostéodensitométrie. Ah, ostéodensitométrie, on vous fait un examen, 70-80 €, madame, ne quittez pas, on passe sur un appareil. Ensuite, le résultat. Alors, vous avez une zone verte, il n'y a personne. Ça, c'est ceux qui vont bien, il n'y en a pas. Évidemment, vous n'allez pas bien, hein. Ensuite, vous avez une zone jaune, il y a très peu de jaune. Ensuite, vous avez une zone orange. Ah, oulala, il y a beaucoup de points. Et du rouge, à la frontière en jaune et rouge, là où on vous la trouille. Et en bas, il est écrit petite ostéopénie. Docteur, qu'est-ce que vient faire le pénis là-dedans? Oh, que j'adore. J'adore quand la dame me dit ça. Non, mais la ostéopénie en grec, ça veut dire que votre os ne serait pas assez calcifié. Mais ça, c'est destiné à vous refaire l'examen. Et oui, docteur, ça fait 3 fois. Et c'est toujours pareil. Et alors, on m'a donné du protélos, du Bonviva, du Fosavant, je ne supporte pas. Madame, ce soir, à la poubelle. Ce soir, à la poubelle. Sauf si vous avez un problème de cancer, ça, c'est une autre chose. Mais c'est exceptionnel. Seulement, voilà, ce qu'il faut, c'est que tous on est d'ostéoporose. Toutes les femmes, tous les soirs, vous arrivez à 50 ans, on va faire de l'ostéoporose. Il faut qu'on vous fasse un médicament. Alors parfois, on vous donne par intraveineux. Non, mais c'est incroyable comme on essaye de manipuler la population. Mais ça, c'est en train de changer. Heureusement qu'il y a beaucoup de femmes dans les conférences, parce que quand vous en informez une, vous en informez 400 de coup. Vous informez un homme, vous allez informer la moitié d'un. Sauf quand vous parlez de sexe, donc messieurs, je vous promets une petite histoire un peu croustillante. Ça va vous aider, vous allez voir. Bon, donc, pour le calcium, je voudrais ajouter un élément important, c'est le problème du gluten.
Parce qu'il y a un lien direct entre le calcium et le gluten. Non pas que le calcium qui est dans le pain ne soit pas bon. Dans le pain complet, vous avez du bon calcium. Calcium végétal. Alors, le problème, c'est que le pain, il a changé. Ce n'est pas le pain de nos anciens. C'est du pain de Saint-Jalta, de Monsanto, de Dupont de Nemours. Ce sont tout simplement des lobbies qui sont allés voir le paysan. Alors je vais vous faire le dialogue entre l'ingénieur agro qui arrive en costard 3 pièces, voir le paysan. Salut paysan, je viens te voir pour que tu aies une meilleure récolte. Ça me fait bien plaisir. Montre-moi ton champ. Tu as une haie là-bas. Tu as fond l'air. Oui, mais c'était mon arrière-grand-père qui avait mis ça pour que le vent ne puisse pas faire tomber le champ. C'est des conneries. Tu dis tout ça. On est au 21e siècle. Et il obéit. Ensuite, il achète la semence. Première année, il a une méga récolte. Allô, monsieur l'ingénieur, vraiment, merci beaucoup, j'ai une belle récolte. Tu vois bien, tu as bien fait de m'écouter. L'année d'après, la récolte est la moitié. Allô, monsieur l'ingénieur, la récolte, c'est la moitié. Et tu vois bien que tu es paysan, tu ne vas pas écouter. Je t'ai dit qu'il fallait racheter la semence tous les ans. Ah. Mais mon grand-père, il ne faisait pas comme ça. Il allait couper les plus beaux épis et puis il les ressemait. Eh oui. Seulement, qu'est-ce qu'on a fait, l'épi de blé? Eh bien, du grain de blé. Et ce grain de blé, on l'a modifié génétiquement pour en faire un AGM, un aliment génétiquement modifié. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a donné le gène du nanisme, le gène du raccourcissement de la tige, de telle façon que le vent ne risque pas de le faire tomber. Si c'était que ça ne viendrait pas. Et pour obtenir ça, il a fallu modifier le grain de blé avec une génétique qui était à 14 chromosomes, on est passé au double, au triple, etc. Et comme vous avez ça dans notre palais des saveurs, vous avez ça n'a pas de goût. Et ce pain qui est du gluten, le mot gluten, il veut dire glu, il veut dire colle. Quand il arrive dans votre estomac, l'estomac n'est pas content. Alors il sécrète de l'acide à fond la caisse. Alors comme il n'est pas content et qu'il sécrète de l'acide au niveau du pylore, c'est un muscle qui s'ouvre et qui se ferme, il a tendance à se fermer. Alors ça fait du RGO. RGO, c'est pas une marque de pâté, c'est un reflux gastro-ésophageal. Ce matin, j'ai eu un mec, une dame, j'ai un reflux gastro-ésophageal. Je dis, madame, 1, certainement vous mangez mal, 2, vous êtes énervé. 3, vous ne mastiquez pas assez les aliments. On va pouvoir se répondre. Et je vais lui donner quelques conseils. 4 à 6 fruits frais par jour à mastiquer, de saison et bio, de l'agriculture biologique. Pas de Pologne. J'aime bien les Polonais. Les figues de Turquie, les cidres turcs. Vous avez ici, dans votre propre région, des choses qui sont fantastiques. Il faut aller connaître votre agriculteur, votre apiculteur, celui qui fait d'excellentes choses avec les abeilles. Et vous avez des produits de qualité. Alors le problème, c'est que ce gluten, quand il arrive dans l'estomac n'est pas content, risque de reflux, puis finalement, ça finit par s'ouvrir, ça arrive dans l'intestin n'est pas trop content, il va s'enflammer. Alors il va s'enflammer, ça veut dire quoi? Les cellules intestinales, eh bien, les entérocytes, ceux de l'intestin grave, j'en ai 4 à 6 mètres, elles vivent 4 jours. Au bout de 4 jours, la cellule a fini sa vie, elle a une autre qui arrive, et ainsi de suite. Et les cellules sont collées les unes aux autres par ce qu'on appelle des jonctions serrées, n'est-ce pas? Et quand il y a de l'inflammation, la jonction se desserre. Et quand la jonction se desserre, eh ben, le calcium en excès, il passe. Où il va? Non plus près. Il va d'abord vers l'os, c'est son boulot. Il vient voir l'os, il dit, salut fémur, je viens te voir. Qu'est-ce que tu viens foutre? Ben, je viens te consolider, mon ami. Et l'autre répond, je suis un squelette qui bouge. J'ai une activité physique. Pas simplement, je vais au travail à pied, ça c'est tous les bipèdes. Hein. C'est je transpire. J'ai une vraie activité physique. Et à ce moment-là, je refais mon squelette régulièrement. J'ai pas besoin de toi, dégage. Où je vais, là où tu voudras. Il va au plus près. Il va où? Sur le cartilage articulaire. Or, le cartilage articulaire, qu'est-ce que c'est? C'est le roulement API qui fait que j'ai une bonne mobilité de l'épaule, du coude, du ventre, de la hanche, du genou, etc., etc. Mais si vous avez du calcium là-dessus, ça craque. Ça fait mal. Alors vous avez de la coxarthrose, de la gonarthrose. Et mes collègues orthopédistes me disent, oh purée, ferme-la. Parce que nous, on change la hanche droite. Quand on tient la droite, on a la gauche. Quand on a eu les deux hanches, on a les deux genoux. On se fait des bonbons. Oh non! Pour moi, c'est pas mon concept de la médecine. Je racontais l'autre jour à Dijon que j'ai un frère très aimé, qui est plus âgé que moi, il avait une coxarthrose bilatérale magnifique, comme ils sont magnifiques en médecine, c'est-à-dire c'est un beau cas, vous savez. Alors je vais faire la radio, il souffrait des deux côtés, je vais voir mon copain orthopédiste, il dit, ouais, ton frangin, les hanches, foutu, il faut les changer. D'accord, tu peux faire ça une fois? Non, non,
il faut 2 fois, c'est dangereux, etc. Bon, d'accord. On fait la première fois, puis je vais le voir à l'hôpital. Comment vas-tu? Du coup, je vais bien. Les chirurgiens, c'est pénible, des tuyaux, tout ça. Puis il y a la rééducation. Et quand je pense que dans 3 mois, il faut que je fasse de l'autre côté, bon, écoutez, vous voyez, c'est énervé, quoi, on comprend. Je lui dis, mais tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté? Il me dit, mais j'ai mal. Il a raison. Il me dit, mais tu aurais une solution? Bien sûr. Je te l'ai déjà dit, mais tu ne m'as pas écouté. Et c'est quoi ta solution? Il faut que ta femme écoute la mienne. C'est tout. C'est tout. Il faut que tu vires le beurre le matin au petit déjeuner, que tu prennes de l'huile d'olive dans une coupelle, que tu mets au frigidaire, au congélateur, et le matin tu grattes sentiment ton huile d'olive et tu la mets sur ton pain et sur ta galette, et tu vas te régaler, c'est beaucoup plus digestible que ton beurre. Voilà, il faut que tu supprimes la béchamel, il faut que tu fasses attention à ton pain, ou alors tu vas à Cucugnan chercher le pain. Ouais, mais c'est loin, oui. Cucugnan, c'est la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Vous voyez? Bon, mais je vais trouver le bon pain, parce que là-bas, vous avez des champs de blé qui montent aux épaules des adultes, avec des coquelicots, avec du barbe du Roussillon, avec du rouge du Morvan, avec de l'engrais rélictuel, avec... Quand vous êtes là, dans ce champ de blé, il vous tarde de sentir cette farine qui sort de la meule de pierre, qu'elle sent bon, ça stimule votre odorat. Et ensuite, vous allez voir le four à chaleur tombante, et ce gros pain qui sort de là, vous l'achetez pour 1 mois, et quand vous avez ça dans le palais des chaleurs, vous ne le perdez pas, vous le gardez, parce qu'en le mastiquant, vous allez couper le gluten. Et votre intestin sera content. Et quand vous avez la perméabilité intestinale, docteur me disait récemment une femme anglaise, j'ai un leaky gut. Ça veut dire qu'elle me disait, j'ai l'intestin poreux. C'est comme si vous achetez un imperméable et que vous mouillez avec. Ben, il est poreux. Et bien, si vous avez un intestin poreux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui passent. Le calcium en premier, je vous l'ai dit. Alors il va aller sur votre cartilage articulaire, mais il va aller plus loin. Il va aller au niveau des seins. Docteur, j'ai des microcalcifications. Montrez-moi. Ah non, madame, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un petit résidu de lait. Vous voyez, je vous montre le canal galactophore. C'est un résidu de lait. Quand vous avez fini de sevrer votre bébé, il en est resté un peu, il n'y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas, partez tranquille. Docteur, j'ai des microcalcifications, mais ce n'est pas les mêmes. Eh oui, alors elles sont éparpillées dans le sein, n'importe comment. Danger. Inflammation. Inflammation chronique égale risque de cancer. Docteur, j'ai des microcalcifications maintenant dans la prostate. Danger. Mon neurologue a dit qu'il fallait m'enlever la prostate. Avec le robot, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez le robot, laissez l'urologue. Faites-vous faire le soleil sur la prostate. Ah bon, docteur? Ma lune au soleil? Non, pas votre lune au soleil. Mais radiothérapie très bien ciblée. On opère aujourd'hui 22 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an en France pour des prunes. Je suis chirurgien, hein, je suis désolé. Alors j'ai des collègues qui ne sont pas contents, mais moi je ne suis pas là pour faire plaisir. Hein. Je suis là pour dire la vérité. Si j'ai un cancer de la prostate, moi j'en ai eu 6 cas dans ma famille. Hein. Donc je connais la chanson, et j'en vois, et j'en vois, et j'en vois. On en voit 70 000 nouveaux cas par an en France, on en voit à l'âge de 50 ans, alors que le cancer de la prostate, on devrait le voir à 80 ans, on n'en a pas. Sur 100 hommes qui meurent à 100 ans et un jour, il y en a 99 qui ont un cancer prostatique, ils ne sont pas morts de ça. Mais quand vous l'avez à 50 ans, vous avez un vieillissement précoce de votre prostate. C'est pour ça qu'il faut faire le tour de PSA, c'est pas projet au citron. C'est prostatique spécifique antigène pour le fertilisant. Et l'important, c'est le delta de différence entre l'année 2016 et l'année 2017 ou 2016 et 2015. Il ne doit pas doubler. Quand il double, attention. Voyez. Alors le problème, c'est que vous avez des urologues, et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec eux, ils vous disent, donc, monsieur, madame, bon, je vais vous dire tout. Vous avez le choix pour le traitement. Mais comment peut-on donner un choix comme celui-là? Vous avez le choix. Soit on vous opère, soit on fait des rayons. Comment pouvez-vous choisir? Surtout quand le gars ajoute, mais si on vous fait des rayons, on ne pourra plus jamais vous opérer. Ah, là, il y a une petite orientation. Opérez-moi, docteur. Vous comprenez? Et c'est faux. Il n'y a pas besoin d'opérer. On peut garder sa prostate. Vous comprenez? Surtout que quand on vous enlève la prostate, la zézette, elle traîne par terre. Alors récemment, il y en a qui vous disent, non, mais maintenant, on a un traitement, on vous donne du Viagra, du Cialis, ça ne fait que dalle, elle traîne encore. Bon. Ou alors on fait une piqûre. Vous avez vu récemment, il arrivait en canard, il avait ses pantalons, il avait une aubergine entre les jambes. Il avait mal piqué. Bon, on en rigole, mais c'est que le gars, c'est pas rigolo pour lui. Je lui ai expliqué. Malheureusement, ben voilà, malheureusement, j'y peux rien. Le gars, il s'est fait opérer, il ne fallait pas qu'il se fasse opérer. Donc il faut que vous le sachiez.
Ça va circuler entre les mecs, ça c'est sûr, vous n'avez pas. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous avons 70 000 nouveaux cas de cancer de la prostate, quelles sont les causes? Les causes, on commence à les connaître. C'est des gars qui sont en surpoids, qui ont du gras autour de la prostate, et on vient de démontrer récemment que le gras autour de la prostate augmente le risque de cancer de la prostate, de la même façon que le gras autour du sein augmente le risque de cancer du sein. Et oui. Parce que le sucre en trop que nous gardons dans notre corps, d'abord nous le mettons dans le foie et ça fait le foie gras. Et quand on a le foie gras, regardez une noix en fin de vie quand on va lui récupérer son foie avec un peu de sauterne. Hein? C'est comme ça qu'elle n'en peut plus. Eh bien, la pathologie hépatique la plus fréquente aujourd'hui, c'est pas le cancer du foie, c'est ce qu'on appelle l'hépatopathie stéatosique. Et l'hépatopathie stéatosique, ça veut dire j'ai le foie gras. Or, beaucoup d'hommes et de femmes ont le foie gras parce qu'ils se gardent de produits sucrés. Allez au supermarché et regardez les rayons. C'est pour ça qu'il ne faut plus y aller. Je suis désolé, il ne faut plus y aller. Il faut aller au magasin du coin, il faut réfléchir à ce qu'on achète. Récemment, je faisais une petite étude qui m'a amusé. Mon épouse va rarement au supermarché, mais cette fois-là, je l'ai accompagnée. Alors j'ai fait ma petite étude à moi, avec mon appareil photo, en prévenant les gens très poliment. Je dis, madame, si ça ne vous ennuie pas, je fais une petite enquête, simplement sur les caddies. Une petite photo du caddie. Et simplement, je fais une petite photo du caddie, et je demande, le caddie, vous le prenez comme ça, ce caddie-là, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les combien? En général, les gens, donc, docteur, je viens toutes les semaines, me dit la dame avec le monsieur, vous êtes combien? Nous sommes 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la photo des rouleaux de papier rose. Vous suivez? Alors, j'ai les rouleaux de papier rose, il n'y a pas que ça, hein. C'est pour combien de personnes ça? Moi j'ai l'impression que c'est pour un régime. Non, c'est pour 2 personnes. Et c'est pour combien de jours? Pour la semaine. Alors on a toute la semaine, en fait le même. Et je ne dis pas papier rose, hein. Je lui parle de l'huile d'olive, je lui parle des choses qui sont à côté. Vous comprenez? Bon. Mais c'est effrayant, pourquoi? Pourquoi tant de papier rose? Tout simplement parce que ça ne va pas dans notre tube digestif. Dans notre tube digestif, nous avons ici dans notre ventre 80% de notre immunité, ça s'appelle le microbiote. Et ce microbiote, c'est quoi? C'est grâce à une alimentation tout à fait correcte au niveau de mon palais des saveurs que je vais bien mastiquer les aliments, que je vais prendre 80% de produits végétaux et 20% de produits animaux. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à 80% de produits animaux et 20% de produits végétaux. Alors, vous ne pouvez pas changer en 5 minutes, passer de 80% d'animal à 80% de produits végétaux. C'est pour ça que certains doivent être coachés, accompagnés, suivis par des diététiciens, des naturopathes, etc. Oui. Et ça c'est une notion qui est extrêmement importante. Et je veux en finir avec le calcium, parce que récemment, on a trouvé des choses extrêmement importantes à propos du calcium. Je vous ai dit, le calcium peut aller sur le cartilage articulaire, sur le sein, sur la prostate, sur le pancréas, sur bien d'autres organes, sur les muscles, sur les articulations. Mais le problème le plus grave, c'est pas ça. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il est capable d'aller, ce calcium, passer la barrière hémato-méningée. Qu'est-ce que ça veut dire, barrière hémato-méningée? Barrière, hémato c'est le sang, méningée c'est la méninge. Ça veut dire que c'est la barrière entre notre cerveau, si vous voulez, et le sang. Si ça arrive au niveau de notre cerveau, à partir du sang, ça veut dire que le calcium qui est dans le sang va aller se mettre, être capté au niveau du cerveau. Là, on sait maintenant qu'il joue le rôle d'un interrupteur. Un interrupteur, c'est un bouton sur lequel j'appuie et qui interrompt la lumière. Voilà. Eh bien, quand cet interrupteur calcium existe en excès au niveau de mon hippocampe, qui est la zone de la mémoire, au niveau de telle ou telle partie de mon cerveau, il peut interrompre la fibre nerveuse. Ça peut être ensuite la sclérose en plaques, ça peut être la maladie d'Alzheimer, ça peut être un certain nombre de démences qui ne sont pas des Alzheimer, ça peut être le Parkinson, etc. Oui. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces maladies-là sont des maladies auto-immunes. Comme vous avez la thyroïdite de Hashimoto, qui est une maladie auto-immune liée à un excès de produits laitiers, comme vous avez la maladie de Crohn, la rectocolite ulcère hémorragique, comme vous avez les spondylarthrites ankylosante, toutes ces maladies sont des maladies de mauvaises habitudes alimentaires. Mais la télé ne va pas vous le dire. Il y a trop de business à faire en faisant des publicités du plan national de nutrition santé. 3 produits laitiers par jour. Qui c'est qui paye? L'État, il n'a pas la dit. Et oui, c'est indirect, c'est très malin. C'est des sommes colossales. Tout ce que vous dit la télé en matière de nutrition, c'est absolument formidable, ce qu'il ne faut pas acheter. C'est tout. C'est ce qu'il ne faut pas acheter. Vous le savez. Vous comprenez? Donc,
Nous sommes aujourd'hui dans une civilisation, si vous voulez, où il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas, mais je suis conscient que ça va demander du temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais à partir du moment où la prise de conscience est faite, ça va bouger dans la famille. C'est d'une manière générale la maman, la grand-mère qui va faire bouger les choses. Vous voyez, ça, c'est très important et ça va se répercuter progressivement. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver en meilleure santé. Vous pouvez ne pas avoir une allergie au gluten, mais une intolérance. Vous supprimez le gluten, le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries, les biscuits. 15 jours après, vous vous sentez mieux, moins de ballonnement, vous sentez mieux dans votre peau. Vous avez un enfant qui est un peu dépressif, il est tout le temps en train de bouffer des produits laitiers, des sandwichs, des trucs comme ça. Ben vous lui changez sa habitude alimentaire, vous lui mettez des pommes dans sa poche, tout ça, vous lui faites manger plus de poissons, ça va changer. Ça me rappelle cette histoire. Récemment, j'étais dans un TGV et j'allais à un congrès international de nutrition à Lausanne. Alors, il y avait un collègue parisien. Vous savez que les parigots, ils parlent pendant une cul. Et ils ont tous un nœud papillon. Alors mon collègue au nœud passe me dit, joyeux, c'est 10 heures, je vais prendre ma petite collation. Je dis, celui-là, qu'est-ce qu'il va prendre? Moi, je sors ma pomme du médecin, pomme du matin, éloigne du médecin. Lui, il arrive avec une boîte de sardines. Je lui dis, à 10 heures, tu te tapes des sardines. Il me fait oméga 3. Celui-là, c'est le taliban des oméga 3. Alors, il ouvre sa boîte de sardines. Il m'en offre. Je dis non, merci. Ma femme m'a mis des petits raisins secs, des amandes, des noisettes, des menthes. Tout va bien. J'avais des oméga 3. Il se tape toutes les sardines. Il vient me montrer la boîte. Il me dit, tu as vu, j'ai laissé l'huile d'olive. Je n'ai pas osé lui dire que les oméga 3 étaient dans l'huile. Alors messieurs, je vous ai promis une petite histoire, la voici. C'est une histoire vraie, importante, et vous allez voir, vous allez la retenir. Nous avons la chance avec nos enfants d'en avoir, ils sont tous super sympas, et dans des métiers différents. On en a une qui est assez originale, en ce sens qu'elle est historienne, passionnée par son métier d'historienne. Alors, dès qu'elle trouve quelque chose dans l'histoire qui concerne la nutrition, elle m'appelle, parce que comme elle sait tout de moi, si elle m'appelle, c'est que je ne sais pas. Alors papa, est-ce que tu connais ce conte tchèque, hongrois, papa? Je pensais qu'elle me parlait d'un conte de Perrault, de Andersen, pour enfants, quoi. Non, papa, le mari de la comtesse. Ah, et alors, papa, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Quoi? Comment il a fait? Dis-moi, papa, il prenait des pois chiches al dente. Je suis allé voir ma femme, j'ai dit, chérie, on ne mange pas ces pois chiches à la maison. Alors elle me dit, pourquoi? Je lui dis, écoute, je te raconte ça. Notre fille nous a appris ça. Alors on s'est mis à réfléchir tous les deux avec ma femme. Pois chiches al dente, ah oui, et encore mieux, le faire germer. Parce qu'al dente, c'est 3 minutes, 4 minutes, pas plus sur le vapeur, pas plus. Et là, vous les avez comme les noisettes, craquants, croquants. Quand vous les avez dans le palais des saveurs, le bol du poignet, que vous mastiquez ça en fermant les yeux, la comtesse et le comte, et que vous vous régalez, et que vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer après? Oh là là, fabuleux. Ben moi je vais vous dire, en Franche-Comté, dans 8 jours, il n'y a plus un pois chiche à vendre. On va passer aux questions. De d'abord un micro-baladeur. Moi j'en ai un à la main, on va le faire balader et puis on fait l'autre. Qui c'est qui veut prendre le micro? Il n'y a pas un jeune homme? Viens me voir. Bon, t'as l'air sympa toi. Quand tu vois quelqu'un qui lève la main, tu vas vers lui, tu donnes le micro. Ok? Tu t'appelles comment? Pierre-Emmanuel, tu es sympa. Tiens, Pierre-Emmanuel. Allez. Bonjour Monsieur Joyeux, vous aviez couché des oiseaux. Déjà, d'abord vous remercier pour votre engagement au service de l'humain, la médecine au service de l'humain. Première chose, j'ai beaucoup suivi vos interventions, comme
vous avez fait aujourd'hui sur la nutrition, le cancer, c'est fondamental. En revanche, bon, vous avez fait une pétition pour le DTP, et j'aurais voulu savoir, j'ai lu beaucoup sur le sujet, notamment les 3 produits à diphtérie. Alors on apprend historiquement que c'est pas efficace, notamment aux Philippines en 1905, Deuxième Guerre mondiale aussi, les Grecs étaient vaccinés, les n'étaient pas vaccinés, ils n'attrapaient pas la diphtérie, alors que les Français, champions du monde de la diphtérie, l'attrapaient tous. Donc ça c'est la diphtérie. Après vous avez le tétanos, ne fait pas d'anticorps, ne se transmet pas, il n'est pas contagieux. On l'attrape, vous me reprendrez, parce que vous êtes médecin, quand on est âgé et qu'éventuellement on n'est pas circulatoire. Donc il est nécessaire, et dans certaines circonstances, pour des personnes à risque qui font encore leur jardin. Et donc DTP et la polio, évidemment, on a quelque part éradiqué, je pense, en Europe la poliomyélite. Sauf qu'aujourd'hui, on a quelque part tué le virus efficace, et on a inventé une nouvelle maladie qui s'appelle la myofasciite macrophage, dans la paralysie flasque aiguë, notamment les campagnes de vaccination en Inde. En 1994, il y avait 5704 polio, et maintenant, il y a, en 2014, 10 ans après, il y a 50 000 cas de PFA. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous... Alors, c'est bien de faire un vaccin sans adjuvant, et pourquoi vous vous battez pour ce vaccin à 3 maladies, qui finalement serait certainement inutile en France, voire même, on peut peut-être réfléchir dans un groupe de travail, comme certains le font, quels sont les vaccins utiles en France aujourd'hui. Merci. Je vous comprends parfaitement. Vous m'entendez bien? Oui, alors, je vous comprends complètement. Le problème, c'est que, 1, je suis un homme de santé. 2, je suis un citoyen. 3, les lois. La loi, à l'heure actuelle, impose le DTP. Mais elle ne dit pas quand, elle impose, premièrement. Et deuxièmement, elle ne dit pas qu'il faut qu'il y ait de l'aluminium dedans. La myofasciite à macrophage dont vous avez parlé, c'est l'aluminium qui est en cause. C'est l'aluminium qui est en cause, et ça c'est démontré. C'est pour ça que je le demande sans aluminium. Alors quand la ministre, au fond, a juste raison, dit je lance un grand débat. Quand il y a un débat, il y a qu'on débat. On peut ne pas être d'accord. Seulement, quand elle ajoute la vaccination ne se discute pas, il n'y a plus de débat. Donc, je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie de sa phrase. Il y a un débat, mais la vaccination ne se discute pas. Je pense que la vaccination se discute. Et nous arrivons à un moment que vous avez au fond exprimé, c'est-à-dire, est-ce que même le DTP sans aluminium est nécessaire? La réponse que je donnerai, au niveau de la loi, oui. Au niveau de la santé, c'est pas sûr. Ça veut dire tout simplement que nous devons avoir une réflexion solide, scientifique sur ce sujet, de telle façon à ce qu'on puisse dire à un étudiant en médecine qui va être médecin, dans tel cas, la vaccination est indispensable, et dans tel autre, elle n'est pas indispensable. C'est pour ça que je prône que la vaccination, c'est un acte médical, et que cet acte médical doit être fait par le médecin. Puis quand vous pensez que j'ai fait, comme tous mes collègues, 10 ans de médecine, vous voulez que je vous dise combien d'heures de cours j'ai eu sur la vaccination? Combien ils ont sur la vaccination? Sauf quand les labos passent, qu'à ce moment-là, ils invitent les jeunes sur une soirée sur la vaccination, les CGSK ou Sanofi Pasteur qui les invitent. Vous comprenez? Alors, là-dessus, je vous conseille un petit bouquin pour les enfants et pour les adultes qui est très très bien fait, qui s'appelle Vaccination, la grande illusion. J'ai vu d'ailleurs le dessinateur qui est dans cette, pas dans cette salle, mais moins qui est ici aujourd'hui. Je l'ai vu, je l'aime beaucoup. C'est très bien dessiné, c'est très bien fait. Tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, voilà, mon fils a un problème de thyroïde, Hashimoto, et qu'est-ce qu'il y a comme soin en dehors du levothyrox? Parce qu'il aimerait bien se sortir de l'eau. Combien prend-il de levothyrox? 75. D'accord, parce que les médecins intermanuels, vous voyez.
Alors c'est très simple. On avait dit qu'il prend 75. Ça veut dire qu'il prend la moitié de 150. Vous êtes d'accord? Non, non. Mais ça veut dire que sa thyroïde fonctionne à moitié. Bon. Alors, je ne vous demande pas de me répondre. Ça y est, si, madame. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont la même chose. C'est très simple. La dose normale pour un adulte, c'est à peu près 125 à 150 microgrammes par jour. Si vous êtes à la moitié, si vous êtes à 25, vous êtes à 50, ben vous calculez que vous êtes à la moitié, au quart, etc. Alors, les 75 qu'il prend, votre fils, c'est pour mettre au repos sa thyroïde qui est enflammée et qui a fabriqué des anticorps anti-thyroïdiens. C'est que les anticorps sont capables de détruire sa thyroïde, de la foutre par terre complètement. Heureusement pour lui, elle n'est peut-être fatiguée qu'à la moitié. Alors, ce qu'il faut, c'est que peut-être pendant une année, il continue à prendre 75, et au bout de cette année, il va commencer à réduire de 20 à 25, de 25. D'accord? Donc 75, il va passer à 50. Mais en même temps, il faut lui changer ses habitudes alimentaires. Ça veut dire poisson, fruits de mer. Poisson et fruits de mer, 2 fois par semaine, pas tous les jours. Vous voyez? Donc vous allez changer les habitudes alimentaires, vous n'avez pas besoin d'aller prendre des médicaments. Il va réduire progressivement son lévothyrox parce que ce n'est pas normal. J'imagine qu'il n'a pas 70 ans, votre fils. Ouais. Bon, donc ça veut dire qu'il n'a pas un traitement à vie, et le laboratoire serait fort heureux qu'il ait un traitement à vie. Vous comprenez? Allons-y, Pierre-Emmanuel. Je ne sais pas. Tiens, attends, ça pour toi. Je te l'offre. Alors, le calcul biliaire, ça fait quoi? Ça veut dire qu'il a une bile qui est épaisse, cette personne. Cette bile est épaisse parce que probablement, il ne boit pas assez. Je vous rappelle une chose essentielle. N'attendez jamais d'avoir soif pour boire. C'est vrai pour tout le monde. En particulier les personnes âgées, vous allez vous pincer la main. Et si votre pinçant le dos de la main, vous avez du papier à cigarette, c'est que votre cerveau, c'est la même chose. Vous allez perdre la mémoire. Donc c'est très important, une bonne hydratation, c'est 2 litres par jour. Si vous aimez les fruits et les légumes, vous les mastiquez, mais vous pouvez avoir aussi l'extracteur de jus. Je suis passé tout à l'heure. Les jus qui guérissent. C'est pas que le jus qui guérit. C'est que par 2 litres de jus de fruits frais et de légumes, bien, de jus, vous n'allez plus avoir la fibre, mais vous aurez les vitamines, vous aurez les minéraux, vous aurez les oligo-éléments, vous aurez quand même le fructose, vous aurez des choses de qualité. Et quand quelqu'un doit subir une chimiothérapie, nous sommes aujourd'hui vendredi, imaginons que j'ai une chimiothérapie lundi, eh bien, vendredi, samedi, dimanche, je suis à l'extracteur de jus. Pas, je vais prendre uniquement des jus de fruits et légumes pour ne pas charger ma digestion, mon tube digestif. Et à ce moment-là, je vais très bien supporter lundi la chimiothérapie. Lundi, j'aurai ma chimio, je prendrai encore fruits, légumes, extracteur de jus, encore un petit peu mardi, et j'aurai supporté la chimiothérapie qui n'est jamais très facile à supporter. Voilà. Hein. Alors, on fait encore une question, quand même. Attendez, la dame qui est au bout de moi. C'est la fibromyalgie. Et par rapport à l'alimentation, la fibromyalgie était, il y a 20 ans, une maladie qu'on appelait la fatigue chronique. Et alors, il y avait des gens qui avaient des dossiers énormes, ils passaient beaucoup de temps dans les hôpitaux, on faisait des prélèvements sur les muscles, sur les tendons, tout ça. Et puis finalement, on l'a appelé la fibromyalgie.
Alors la fibromyalgie, c'est quoi? Donc fibromyalgie, vous avez myalgie, ça veut dire le muscle, et algie, c'est la douleur, n'est-ce pas? C'est la douleur musculaire. Et fibro, c'est le côté tendineux, le côté fibreux, le côté aponévrose, ce qui enveloppe nos muscles. Ce qui fait que vous passez une nuit à normalement bien dormir, vous levez le matin, vous êtes crevé. Vous avez mal partout. Vous avez, si vous voulez, des douleurs et des gènes qui sont telles que vous allez avoir une journée handicapée. Alors, on va commencer par vous dire, c'est peut-être le psy, on vous allez chez le psy, dépression, antidépresseur, vous dormez bien? Non, pas bien. Allez, paf, on vous donne un somnifère, vous sortez de votre sommeil du coltard, comme si vous sortiez d'une anesthésie générale. Tout ça, ce sont des erreurs absolument grossières. La fibromyalgie, c'est quoi? C'est une maladie auto-immune. Ça veut dire qu'il faut changer ses habitudes alimentaires. Et moi, je vais vous faire vous régaler. Un œuf à la coque tous les jours au petit déjeuner. Très important. 2 fruits minimum au petit déjeuner, 2 fruits à midi, avant le repas, pendant le repas, après le repas, je m'en fous, quand vous voulez, quand ça me convient. Et 2 le soir, 6 fruits frais par jour, longuement mastiqués. Virez les produits laitiers, même le beurre, monsieur. Prenez de l'huile d'olive, et prenez votre petit roquefort, tombe de brebis, crottin de chèvre. Pas la bûche, parce que dans la bûche, vous avez bien 25% de vaches et vous faites le bûcheron. Je te prends une tranche, je te prends 2 tranches, je te prends 3 tranches. Non, vous prenez un quart d'un crottin de chèvre avec un ballon de bon vin roux. Vous vous régalez. Et ça va vous éviter la constipation. Je vais beaucoup dans les trains, dans les gares, dans les aéroports, le nombre de gens constipés que je vois, mon Dieu! Moi je le vois sur le visage, la constipation. Je crains. J'ai envie de leur servir un petit coup de rouge, de leur offrir une pomme, une poire, un kiwi, pour mastiquer quelque chose. Et puis une autre chose intéressante, un café de chocolat. C'est pas méchant. Alors, vous avez 65 ans, 2 carrés matin et soir. J'ai pas dit la plaque. Bon, et attention, vous dormez pas bien. Ma secrétaire ne dormait pas bien. Alors, 35 ans, mignonne, ça suffisait pas un petit mari, un petit câlin. Nino, il s'est barré, alors, j'arrive pas à remplacer son mari quand même. Alors, je lui ai prescrit du chocolat. Elle me dit, mais je vais devenir accro. Tout de suite, elle a pensé à ses fesses. Non, vous ne serez pas accro. Vous allez prendre un demi-carré entre la gencive et la joue de chaque côté. Ça vous fait un carré. Vous avez ça sur la table de nuit. Vous prenez ça, surtout vous croquez pas, vous ne mettez pas sur la langue. Sinon, vous allez mastiquer tout de suite. Après, il en faudra d'autres. Et ça, vous allez laisser faire, votre palais des saveurs va être envahi par le goût du chocolat et ça va remonter en haut par l'odeur du chocolat. Évidemment, c'est pas chocolat oui. C'est du chocolat, cacao, 70% de concentration, si possible bio. Et il y en a un qui est fabuleux pour vos neurones. Je sais qu'ils sont ici aujourd'hui. Ils s'appellent Oméga Choco Quesaco. Oméga Choco. Oméga 3. C'est la graine de lin qu'un maître chocolatier, qui est mon maître chocolatier, est arrivé à marier avec le chocolat. Ce qui fait que quand vous le laissez fondre, à la fin de ce moment fabuleux où le chocolat a fondu entre la gencive et la joue, il vous reste la fibre. Et la fibre, c'est ce qui permet de ratisser les tubes digestifs et qui évite la constipation. Plus que le resveratrol que vous avez dans un ballon de vin rouge, je ne vais pas dire un litron, à la fin de chaque repas, je n'ai pas dit au petit déjeuner. Bon, donc là nous avons des conseils qui ne sont pas si compliqués que cela. Donc, sachez une chose. Je publie une lettre toutes les semaines. Voyons qui c'est qui reçoit la lettre gratuitement toutes les semaines. Ouh là enfin, je comprends, ça va, hein. Bon. Donc ça veut dire que vous ne devez pas aller à l'hosto. Vous allez au resto. Vous devez faire la cuisine rapidement à la vapeur douce. Pour avoir la lettre, c'est très simple. Vous allez sur mon site internet. Toi, tu as une adresse mail. Ton papa ou ta maman. Bon, alors, tu tapes professeur, trait d'union, du 7 au trait du 6. joyeux.com. Là, tu vas tomber sur le site, il y a lettre. Alors, tu cliques lettre, à lettre, ça s'ouvre, et ton papa ou ta maman, il dit, je veux recevoir la lettre, c'est gratuit. Alors, on demande la lettre, admettons, tu t'appelles pierre-emmanuel.dupont@gmail.com, tu dis envoyer, et tu reçois la lettre toutes les semaines. Tu comprends?
Bon. Et toutes les semaines, une lettre. Il y a toutes les lettres sur mon site internet. Donc il y en a sur le cancer du sein, sur le cancer de la prostate. Si vous voulez le cancer du pancréas, je peux vous aider, hein, c'est écrit dedans. Donc ça c'est très important. Donc je termine par une phrase d'Hippocrate, le père de la médecine, qui disait que ton aliment soit ton médicament, que ton aliment soit ta médecine. 500 ans avant Jésus-Christ, donc 2016, encore 2016, plus 500 ans derrière nous. Et Jean Rostand qui disait « Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ». Et moi je sais qu'en Franche-Comté, on peut faire des super repas, mais en faisant attention, en gardant bien dans son palais les saveurs, et en n'oubliant pas que le goût est capable de nous rassasier pour ne pas être en état de surpoids, d'obésité, de maladies auto-immunes et de cancer. Je vous souhaite à vous tous et vous toutes une excellente santé.